Alors aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête, une enquête médicale, où chaque seconde compte. L'apparition soudaine d'un déficit neurologique. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment les médecins font pour remonter la piste et trouver le coupable. Imaginez la scène. Tout commence de manière totalement inattendue. Des symptômes qui apparaissent sans prévenir, et c'est là que la course contre la montre démarre. C'est le point de départ de notre investigation. Bon, comme dans toute bonne enquête, la toute première chose à faire, c'est de bien définir le problème. Qu'est-ce que c'est, au juste, un déficit neurologique? Alors voilà, la définition est là. C'est la perte d'une fonction, ça peut être la capacité de bouger un bras, de parler, de voir. Et cette perte, elle peut venir soit d'un dysfonctionnement passager, un bug du système, soit d'un dommage bien réel et durable. Et là, tout de suite, il y a une distinction qui est absolument cruciale. Est-ce que c'est juste un problème fonctionnel, temporaire, qui va rentrer dans l'ordre, ou est-ce qu'on fait face à une lésion, à un dommage permanent? Forcément, l'enjeu n'est pas du tout le même. Deuxième indice, tout aussi important. Est-ce que le problème est bien localisé, un peu comme un court-circuit sur un seul fil? C'est ce qu'on appelle un déficit focal. Ou bien, est-ce que c'est tout le système qui est touché, comme une confusion générale ou un coma? Ça, c'est un trouble diffus. Ça change complètement la direction de l'enquête. Maintenant qu'on a une meilleure idée du quoi, il faut trouver le où. Notre enquêteur doit maintenant chercher l'endroit précis de la panne dans l'immense réseau qui est le système nerveux. Alors, si le problème vient du quartier général, c'est-à-dire le cerveau ou la moelle épinière, on a des indices assez typiques. Une faiblesse qui prend tout un côté du corps, des difficultés à trouver ses mots, qu'on appelle l'aphasie. Voilà le genre de signes qui nous orientent. Par contre, si c'est plutôt le réseau, les câbles qui parcourent le corps qui sont en cause, là les signes sont bien différents. La faiblesse va suivre le trajet d'un nerf bien précis. On peut même parfois voir des petites secousses sous la peau. Et surtout, la conscience reste parfaitement intacte. Et puis, il y a une troisième possibilité, que le problème se situe vraiment à la toute fin de la chaîne, là où le nerf et le muscle se parlent. Dans ce cas, les troubles affectent uniquement la motricité. Il n'y a pas de perte de sensibilité et les réflexes, eux, sont normaux. Allez, on passe maintenant à un indice qui, souvent, est le plus parlant de tous. La chronologie des événements. La vitesse d'installation du déficit, c'est un indice majeur qui nous met directement sur la piste du coupable. Et là, c'est presque mathématique. Si ça arrive d'un coup, en quelques secondes, on pense tout de suite à un problème vasculaire. Si ça s'installe plus lentement, sur quelques heures ou quelques jours, on va plutôt chercher une cause infectieuse ou inflammatoire. Et si ça s'aggrave de semaine en semaine, là on craint quelque chose qui grossit, comme une tumeur. Et ça, c'est vraiment le point à retenir. Si la perte de fonction est là, d'un seul coup à son maximum, le suspect numéro 1, c'est quasi systématiquement un accident vasculaire. C'est vraiment la signature classique. Ok, on a le lieu, on a la chronologie, il est temps de passer en revue la liste des suspects. On va commencer par les cas où, heureusement, le problème est juste passager. Pour ces déficits qui finissent par disparaître tout seuls, la liste des suspects potentiels se réduit assez vite. En général, il y en a 3 principaux. Et pour les distinguer, les indices sont assez clairs. L'AIT, le mini-AVC, c'est une perte de fonction brutale. On parle de symptômes négatifs. À l'inverse, la crise d'épilepsie ou l'aura migraineuse, ce sont des symptômes positifs. Il se passe quelque chose en plus. Pour l'épilepsie, ça peut être des secousses qui s'étendent en quelques secondes. Pour la migraine, ce sont souvent des points lumineux qui grandissent sur plusieurs minutes. Maintenant, si le déficit s'installe et ne part pas, là, évidemment, la liste des suspects est beaucoup plus sérieuse. On va penser à un AVC complet, à une tumeur, à une compression de la moelle épinière ou encore à des maladies comme la sclérose en plaques. On arrive au bout de notre enquête. C'est le moment du verdict. Comment les médecins confirment leur suspens et surtout, pourquoi est-ce que c'est une telle course contre la montre? Et là, il y a une règle d'or, une règle absolue. Un déficit neurologique qui apparaît brutalement est une urgence médicale. Point. Il n'y a pas à discuter. Chaque minute qui passe, c'est du cerveau ou de la fonction nerveuse qui peut être perdue. Face à cette urgence, le protocole est donc très clair. On ne perd pas une seconde. On fait une imagerie du cerveau, tout de suite. L'IRM, c'est l'idéal pour avoir la preuve formelle. Et si l'AVC est suspecté ou confirmé, c'est un transfert immédiat vers une unité spécialisée. En fait, toute la logique de l'enquête se résume à ça. Un déficit qui arrive brutalement, on pense AVC en premier. Et c'est l'imagerie qui va venir dire si on a raison ou pas. C'est elle qui apporte la preuve irréfutable. Au fond, toute cette démarche diagnostique nous rappelle une chose essentielle. L'objectif, ce n'est pas juste de trouver une cause, c'est surtout de sauver une fonction, de préserver l'autonomie. Et ça amène une question beaucoup plus large.
comment faire pour que chacun d'entre nous apprenne à reconnaître ces signes d'alerte le plus tôt possible? C'est une question qui nous concerne tous.